on va faire un examen clinique. Vous avez compris que qu'est-ce que ça veut dire clinique? Ça veut dire en présence du patient. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire en présence du patient qui nous permet de dire si le patient est en santé, est en physiologie, ou s'il présente des anomalies qu'on pourrait traiter. D'accord? Quelles sont les anomalies que nous recherchons en tant qu'ostéopathe? Nous recherchons les manques de mobilité, mais à la condition qu'ils soient réversibles. D'accord? Des manques de mobilité temporaires. Qu'est-ce que serait un manque de mobilité permanent? Par exemple, une articulation qui est cassée, donc là il y aurait peut-être trop de mouvement, ou qui est complètement soudée. Ok? Ça, c'est un manque de mobilité permanent. Si c'est permanent, ça ne nous intéresse pas. Ce n'est pas nous qui allons travailler là-dessus. Ça sera la chirurgie, ça sera l'orthopédie, d'accord? Nous, ce qui nous intéresse, c'est le manque de mobilité, mais il y a une condition pour pouvoir travailler en tant qu'ostéopathe, c'est que ce manque de mobilité soit réversible. Donc l'examen clinique programmé, c'est des routines d'examen qui portent des fois des noms propres, le test de machin, le test de bidule, et puis des fois, c'est juste l'application de la biomécanique comme vous la connaissez. D'accord? En cours de pratique ostéopathique, vous aurez essentiellement des noms propres. Vous allez faire le test de machin, le test de bidule, le test de Paul, le test de Jacques. En TD de biomécanique, on essaye d'appliquer ce que l'on a appris, ou dans l'autre sens, on essaye de découvrir ce que l'on va apprendre. Aujourd'hui, on va découvrir ce que l'on va apprendre et sentir comment ça bouge en proposant une théorie du mouvement. D'accord? Cette théorie du mouvement guidera votre examen clinique programmé. Il est programmé parce que vous avez un cadre. Quel est ce cadre? Eh bien, c'est le cadre qu'on va mettre en place aujourd'hui. Ok? Alors, vous avez vu que ça passe par l'observation. Qu'est-ce qu'on va repérer sur une articulation? Ce qui est visible. Qu'est-ce qui peut être visible dans la physiologie? Si je fais un aparté pathologique, si l'articulation était rouge, gonflée, qu'elle saigne, ce n'est pas de la physiologie. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut repérer dans la physiologie? Quelle est la chose que l'on peut voir? Eh bien, en général, ce sont les repères osseux. Quel est le seul repère osseux que l'on peut voir au niveau vertébral? Le seul. L'apophyse ou le processus épineux. D'accord? Sauf si vous avez des yeux bioniques, on est d'accord que pour le voir, il faut plutôt être dans le dos du patient et qu'a priori, il faut qu'il soit sans t-shirt. Sinon, c'est assez dur de le voir. Ok? Donc, ce processus épineux qui est visible et palpable vous permet de voir si, quand le sujet est statique, si vous voyez les épineuses alignées, rectilignes, ou si au contraire vous avez l'impression qu'il y en a une à droite, une à gauche, une à droite, une à gauche, concave, convexe. Ça vous donne une idée de est-ce que la colonne semble rectiligne ou elle semble sinueuse. Ok? Aucune constatation qui amène des conclusions, juste on constate que soit c'est aligné, soit c'est pas aligné. Admettons qu'une vertèbre, vous trouviez que l'épineuse est déviée à droite par rapport aux autres. Comment on va nommer ça? On pourrait dire simplement l'épineuse est déviée à droite. Mais non, on va dire c'est potentiellement, je dis bien potentiellement, une rotation. Cette rotation, si l'épineuse est déviée à droite, ça sera une rotation gauche. Ça va pour tout le monde? D'où le petit schéma, quand on voit la vertèbre du dessus, la rotation par nomenclature biomécanique est nommée du côté de la postériorité. Donc, le piège au niveau vertébral, c'est que ce n'est pas l'épineuse qui nomme la rotation, mais la transverse. Donc, il faut raisonner à l'inverse du côté où va l'épineuse. Ici, dans mon schéma, l'épineuse va à gauche. Ça veut dire que c'est la transverse droite qui recule et la transverse gauche qui avance. D'accord? Ça va? Ce sera donc une rotation droite. Ok? Est-ce que vous pouvez imaginer qu'il y ait des éléments nerveux en arrière de la transverse, entre la transverse et la peau, à votre avis? Ils vont être plutôt où? En avant de la transverse. Oui? Pourquoi? Pour être protégés. Donc, quand on a une rotation droite, la transverse droite va en arrière. Ça va? Donc elle va où? Elle va un petit peu plus sous la peau. Donc elle pousse un petit peu les muscles. Donc quand on passe le doigt, on pourrait sentir cette transverse plus proéminente.
Donc on pourrait palper la postériorité. Et vous vous doutez bien que c'est sur cette postériorité qu'on va souvent travailler. Pourquoi? Parce qu'on peut la palper, on peut la sentir, on peut l'attraper, entre guillemets. Ça va? Par contre, la symptomatologie, puisque les nerfs sont devant, du côté de la rotation, ça fait une pression postérieure sur les muscles. Mais du côté inverse de la rotation, que fait la transverse? Elle avance. Et du coup, elle vient comprimer le système nerveux. Donc on pourrait avoir une névralgie du côté opposé à la rotation. Ça va? On laisse le côté clinique, on laisse le côté douloureux, on revient juste sur les tests. Mais vous avez compris que c'est de la nomenclature. Ok? Pourquoi je dis que quand on observe, c'est juste potentiellement une rotation? Pourquoi c'est pas sûr? Pourquoi on dit l'épineuse est à droite, c'est une rotation gauche, en statique? Pourquoi je dis c'est potentiellement? Oui, ça peut être autre chose qu'une rotation. Qu'est-ce que ça pourrait être? Oui, alors peut-être beaucoup plus simple, je le fais avec mon doigt. Au lieu que la vertèbre soit en rotation, en fait, l'épineuse est simplement, non, est simplement tordue. A simplement une forme anatomique différente. D'accord? C'est pour ça que l'observation statique fournit une proposition potentielle de rotation, mais vous n'allez pas fonder votre diagnostic sur cette observation statique. Vous allez avoir besoin de faire bouger pour voir si c'est une position qu'a pris la vertèbre ou si c'est une épineuse un peu plus grosse, un peu plus tordue. On pourrait imaginer qu'une épineuse a eu une petite proéminence calcique d'un côté, et du coup, quand on la voit, on dit c'est tordu, mais en fait, c'est pas tordu. D'accord? Donc la statique est une indication précieuse, mais ça n'est qu'une indication. On ne va rien baser sur cette observation statique. C'est juste un élément. Ensuite, on va palper. Qu'est-ce que ça va apporter, la palpation? La même idée, est-ce que les épineuses sont alignées? Et ce que je viens de vous dire, alors qu'on ne voyait pas les transverses postérieures, si on palpe les gouttières paravertébrales, de part et d'autre des épineuses, on pourrait sentir à un endroit que c'est un peu plus dur. Ça voudrait dire quoi? Que c'est un peu plus dur, que j'arrive moins à appuyer. Ça voudrait dire que de ce côté, peut-être, la transverse est postérieure. Ça va? Et si ma transverse est postérieure et un peu plus dure à appuyer, et qu'en plus l'épineuse est déviée de l'autre côté, là je me dis, ah, c'est peut-être pas une épineuse qui est tordue, mais c'est peut-être la vertèbre qui est en rotation. Vous voyez que le nouvel élément rajoute une précision qui nous fait dire, ah, c'est peut-être une rotation. Ça va? Bien. Maintenant, on va arriver à l'examen de mobilité. Je vous ai dit que ce qui intéresse l'ostéopathe, c'est quel est l'étage, quelle est la vertèbre qui ne bouge pas par rapport aux autres. Donc on va faire des tests de mobilité. Okay? Comment s'apercevoir qu'une vertèbre bouge bien par rapport à une autre? Ce que je vais vous dire pour la vertèbre est valable pour toutes les articulations. Il faut une méthode. Quelle est cette méthode? C'est de dire, il y a deux os, il y en a un qui va être fixe et l'autre qui va bouger, ou que je vais faire bouger. Si je suis capable de faire bouger un os et pas l'autre, ça veut dire que l'articulation fonctionne. Ça va? Si, dès que je fais bouger un des os, le deuxième bouge en même temps, ça veut dire que l'articulation ne marche pas. Donc, comment je vais pouvoir faire bouger une vertèbre? Qu'est-ce que je peux attraper au niveau d'une vertèbre? Eh bien, par exemple, son épineuse. Et si je fais bouger une vertèbre par son épineuse sans faire bouger celle du dessous, ça veut dire que l'articulation entre celle du dessus et celle du dessous est libre, fonctionnelle. Par contre, si à chaque fois que je bouge l'épineuse, ça fait bouger exactement pareil celle du dessous, ça veut dire que les deux vertèbres sont collées et que l'articulation ne fonctionne pas. Donc vous comprenez peut-être un principe de test qui va être de dire, j'agis sur une vertèbre, mais j'ai d'autres doigts posés sur celle du dessous ou celle du dessus pour voir si il y a bien une mobilité segmentaire, c'est-à-dire juste de la vertèbre, indépendamment de celle du dessus et celle du dessous. Ça va pour le principe? Maintenant, qu'est-ce qu'on va ajouter? Vous vous doutez bien qu'il va y avoir une amplitude. Vous vous doutez bien que je ne peux pas faire 360 degrés à une vertèbre sans faire bouger celle du dessus et celle du dessous. Donc, il va y avoir un secteur dans lequel on peut faire bouger une vertèbre sans faire bouger les autres. Et ce secteur, il ne va pas être très grand. Donc, il va falloir être très précis. Et parmi vous, dans ce que j'ai vu faire ici, aucun de vous n'a eu la précision nécessaire parce que vous mettez tous beaucoup trop d'amplitude. Donc, on voit un peu de théorie et vous allez voir qu'après, il faut mettre un tout petit peu d'amplitude pour faire bouger celle du dessus par rapport à... Votre avis, quand le sujet est assis,
Est-il plus facile de faire bouger la vertèbre du dessus et de rendre fixe la vertèbre du dessous ou l'inverse? Quand il est assis, qu'est-ce qui se passe? Eh oui, pourquoi? Celle du dessous a le poids de celle du dessus et ainsi de suite. Donc si je pars de la colonne, faire bouger la tête par rapport à C1, c'est facile. Si je veux faire bouger la C1 par rapport à C2, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je fasse bouger la tête et C1 par rapport à C2. Et si je veux faire bouger C2 par rapport à C3, il faut que je fasse bouger la tête et C1 et C2 par rapport à C3. Donc qu'est-ce que je vais faire nécessairement si je commence par le haut et que je descends? C'est-à-dire que plus je vais descendre, plus je vais mettre d'amplitude, pour garder toujours une amplitude faible au niveau segmentaire, mais qui inclut l'amplitude des vertèbres du... Donc il faut commencer par un tout petit peu de mouvement et l'augmenter.